Comment et pourquoi vous avez choisi un tel titre? Pour vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et je dis je le jure, en fait j'avais écrit le scénario et ça s'appelait La tête haute. Et puis il se trouve qu'Emmanuelle Berco a un film qui s'appelle La tête haute, qu'elle avait déposé avant moi, et que mon film sort avant le sien. Mais éthiquement, je ne me voyais pas lui repasser devant en reprenant le titre qui me paraissait un titre formidable pour le film. Et donc j'ai réfléchi et j'ai trouvé cette phrase que j'avais dans les dialogues du film. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que je crois qu'on a tous à un moment, on nous a proposé quelque chose et on n'a pas répondu non, ou non peut-être, ou faut voir, non je crois pas. On a dit jamais de la vie. Il y a une énergie dans ce refus, jamais de la vie, c'est une façon de dire non, c'est un refus qui a de la révolte en lui. Il y a un côté petit frère ou grand frère de Fred, mais on a l'impression que la situation évolue de façon de plus en plus désespérée. Ça correspond à votre vision de la société, ça correspond à vos pensées à vous, ou ça correspond au jeu? Je crois que les deux, mon capitaine, je crois que c'est le troisième volet d'un triptyque. Pour moi, le premier personnage de cette nature, c'est sur Force Majeure, le personnage de Cluzet, qui est ce petit banlieusard un peu au chômage, mais qui a une femme, un enfant, et puis à qui on demande de devenir un héros en repartant à l'autre bout du monde, sauver un gars. Et c'est la première fois que je mets en place ce personnage-là. Parce que c'est moi, je suis un mec de banlieue, j'ai grandi jusqu'à 18 ans en banlieue, je suis parti travailler très jeune, à 18 ans donc, et donc je vois bien de quoi ça parle, quoi. Et comme je continue à voir beaucoup de gens normaux, je dirais, entre guillemets, j'ai jamais décroché, parce que ma femme vient d'un milieu très modeste, ses sœurs ont beaucoup d'enfants, elle vit en banlieue, je suis en permanence, mon beau-frère est métallurgiste, j'ai beaucoup pensé à lui, il m'a aidé. Il a été sur le flanc pendant 5 ans, ça a fermé, et puis il a retrouvé du travail ailleurs. Et donc je retrouve mes racines dans ces personnages, dans ce petit banlieusard de Cluzet. Je le retrouve dans le Vincent Lindon de Fred, et je retrouve le même personnage dans Jamais de la vie. Avec certainement une situation sociale de plus en plus dure, sur les 3 films, de plus en plus dure, et moi un âge avançant, évidemment, puisque... et j'estime aussi, comment dirais-je, pas de mon devoir, mais comment dirais-je, la période est dure, je ne me vois pas faire je ne me sentirais pas capable de faire des films de pur divertissement, ce qui ne m'empêche pas d'y prendre du plaisir pendant 1h30 ou 2 heures. Si je vois un film qui est du pur divertissement, ça me fait du bien. Mais 1 an et demi ou 2 ans de ma vie, en passant à côté de ce que je crois être l'essence même de notre société aujourd'hui, c'est vrai que les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches. J'ai tendance à me tourner vers ceux qui sont de plus en plus pauvres que vers ceux qui sont de plus en plus riches. Justement, vous parlez du pur divertissement. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui disent on est dans une période dure, donc il faut que les gens se divertissent? Bah, je dirais que c'est une partie du cinéma qui a ce genre de théorie. Bah oui, je dirais qu'ils font ce qu'ils veulent. Hein. Et voilà, c'est entre eux et eux que ça se joue. Bien évidemment, si eux distraire et leur obsession, et je trouve ça pas mal, je trouve qu'il y a un peu trop de divertissement et pas assez de films qui ont du sens. Et certainement qu'avec l'âge, j'ai besoin que les choses aient du sens, qu'elles aient un sens social, qu'elles aient un sens humain, qu'elles me racontent des choses qui m'intéressent profondément. On parlait des rapports sociaux, mais il y a des rapports qui me passionnent dans votre cinéma, c'est les rapports humains et les rapports familiaux notamment. À titre entreprise, les rapports entre les deux maris successifs de Zabou, c'est-à-dire Rochdy et en l'occurrence Vincent. Et là c'est pareil, je trouve passionnant dans ce film les rapports entre la sœur et le frère, entre le beau-frère. Quelle est votre façon de constituer les familles dans votre cinéma? Je n'en ai pas. C'est vraiment, j'ai la trajectoire du personnage principal. Et au fur et à mesure arrivent des personnages que je n'attendais pas quand j'écris. Et là, ce qui avait été passionnant dans l'écriture de ce film, c'est que lui étant quand même assez taiseux, il fallait que toutes les rencontres nous le racontent lui. Et donc c'était intéressant que lui nous soit raconté par ses rapports en creux avec les autres. Et au niveau de l'écriture, c'était tout à fait rigolo, et c'était tout à fait passionnant parce que ça donnait aussi aux acteurs qui devaient venir qu'une journée ou deux, par rapport à lui qui était là tout le temps, et ben finalement c'est eux qui avaient les scènes.
C'est eux qui avaient le texte, c'est eux qui avaient quelque chose à défendre, beaucoup plus que lui. Donc ça m'a permis d'avoir un casting formidable de gens qui sont venus pour une journée ou 2 jours, parce qu'à chaque fois ils disaient « Ah oui, mais alors c'est une vraie grande scène à jouer ». Et ça, c'était intellectuellement très, très, très formidable de faire. Il y a une modernité dans votre vision de la famille qui est passionnante depuis longtemps. Mais les rapports entre c'est rare de voir des rapports d'amitié entre deux concurrents directs. Oui, bien sûr. Oui. Le rapport entre un beau-frère et entre 2 beaux-frères, c'est des choses qui sont finalement assez rares dans le cinéma. Oui, mais parce que c'est une posture que j'ai à chaque fois que j'écris. C'est-à-dire, je me dis, bon, alors c'est un frère et une sœur qui vont se voir, alors ils peuvent avoir des dialogues d'un frère et une sœur. Et puis je me dis, bah oui, mais bon, c'est me faire chier, ça n'a aucun intérêt. Et je réfléchis au rapport des sœurs et des frères, et puis j'aperçois des gens que j'ai vus ou autour de moi, des choses qui ne sont pas pareilles. Que je dis, ah bah ça alors, c'est des drôles de rapports. Mais en fait, finalement, et c'est ça qui rend la vie très belle, quoi. C'est que quand vous parlez avec les gens, n'importe qui, si vous parlez entre vous, et que vous vous raconterez, enfin moi j'adore que les gens se racontent, là c'est moi qui me raconte, c'est mon travail, et c'est mon moment à moi, donc j'en profite. Mais j'aime beaucoup faire parler les gens. Et je trouve que quand les gens se racontent, quand nous racontons, on met le doigt sur plein de choses tout à fait inhabituelles, tout à fait extraordinaires. Et si les gens osent vous dire vraiment la vérité, quoi. Et c'est ce que j'aime le plus, c'est que tout d'un coup on dit bon c'est un frère ou une sœur, ah oui mais alors un rapport c'est ça alors, ah bah ça c'est bizarre alors, et ça vient du cinéma tout d'un coup, alors que c'est pas du cinéma, la vie nous en réserve des bien plus. Si je vous prends un par un et qu'on passe la soirée ensemble, vous allez me raconter des choses incroyables sur votre vie, votre famille, vos rapports avec votre femme, ou un truc si vous osez le dire, ah bah c'est ça ton truc, voilà, moi ça me passionne. Donc j'essaie de remettre dans mes scénarios cet étonnement toujours renouvelé de la capacité des êtres humains à vivre des rapports totalement originaux et totalement inattendus les uns avec les autres. Et question un peu annexe mais qui se rattache à ça, cette vision à la Brassens des passantes qu'on n'arrive jamais à attraper, c'est une peur, c'est un cauchemar ou c'est une réalité que vous ressentez de la société? À quelle passante vous pensez? Par exemple, le rapport entre Bonneton, on a l'impression qu'il loupe Bonneton, et souvent dans les films, on a l'impression qu'il loupe une histoire qui aurait pu les... non, pas souvent, non. Dans celui-là, c'est particulièrement cinglant, mais non, dans Fred, je pense que Fred, qui est le film d'il y a 17 ans, il est aimé, quoi. Il est aimé par Clotilde Courreau, Vincent Landé. Il est aimé, c'est un vrai couple, et d'ailleurs, c'est ce qui fait sa force. Il va se construire sur cet amour. La grande différence, c'est que le personnage de Lévi Gourmet ne se croit plus aimable. Son couple a explosé quand il était délégué syndical, il y a beaucoup de couples qui explosent dans ces cas-là, et donc il ne se croit plus aimable, donc il ne se croit plus vraiment capable d'aimer. C'est la grande bascule avec le personnage de Lindon, qui est aimé. Et même le personnage de Cluzel en Force majeure, qui est aimé, mais qui lui est incapable d'aimer parce qu'il n'est pas encore fabriqué, il n'est pas encore mature. Donc finalement, le premier ne s'est pas encore aimé, le deuxième est aimé et sait aimer, et le troisième ne se croit plus aimable. Alors ça, oui, ça c'est vraiment une idée qui m'est venue en écrivant, parce que j'ai rôdé pas mal sur les parkings, comme ça le soir, j'allais traînouiller les fins de journée, c'est assez beau quand même. Et c'est souvent à côté des aéroports, là on a tourné pas loin d'un aéroport, et vous avez beaucoup d'oiseaux. Et je trouvais que c'était... d'être planté là et de voir passer des oiseaux qui vont faire quand même 3000 km, c'est quand même fantastique, quoi. Et donc j'avais décidé qu'il y avait un personnage qui n'était pas au ras du sol, qui passait son temps à regarder en haut en disant mais ils vont faire ça, ils vont partir, c'est incroyable, quoi. Et donc quand j'ai commencé à m'intéresser à ces oiseaux sur internet, tout ce que je mets dans le film, je ne le savais pas, et c'est juste dément. J'ai lu des phrases sur les oiseaux qui dorment. Mais incroyable, c'est phénomène très étrange, quoi. Donc il y a ce passage des oiseaux qui est totalement inattendu, mais évidemment ce qu'il y a de plus fort dans la séquence, c'est la façon dont Olivier regarde Benabar, qui lui regarde les oiseaux. Je veux dire que lui il passe à côté des oiseaux, mais surtout c'est de découvrir que ce mec est son responsable de sécurité, qui lui donne les ordres. Finalement, il se rend compte que dès qu'il peut, le mec d'à côté de lui, il décolle, quoi. Son imaginaire décolle et il part, il regarde les oiseaux. Et puis on aime toujours deux choses, c'est ça? On aime toujours deux choses, moi j'en suis sûr. Et il y a une chose qui m'a marqué et qui je trouve
accentue un peu le côté dramatique de votre film, c'est de voir des acteurs qu'on avait l'habitude de voir, qu'on a l'habitude de voir dans des rôles un peu plus brillants, joyeux, au final dans des rôles extrêmement dramatiques. Valérie Bonneton, même Julie Ferrier. Julie Ferrier. Oui, ils sont des gens. J'ai oublié son nom, l'acteur qui joue le beau-frère de Franck. Jean-François Quéré, qui est un qui fait du stand-up. Et voilà, qu'on a l'habitude de voir dans des rôles comiques, souriants, de les voir dans des rôles très, très marquants socialement et dramatiques. Et la scène, excusez-moi, de Valérie Bonneton, pardon, quand elle parle de ses enfants. Alors, je choisis entre l'orthodontie ou racheter un voilà. J'ai rien inventé tout ça. Et c'est assez... c'était volontaire de votre part? Oui, c'est volontaire parce que si vous vous souvenez de Coluche dans Ciao Pantin, évidemment, le grand avantage des comiques la plupart du temps, c'est que c'est des grands acteurs tragiques. C'est parce que quand ils vont dans le tragique, ils mettent quelque chose d'éminemment simple et populaire. Ils n'intellectualisent pas sur le tragique. Ils y vont avec la même spontanéité, avec le cœur qu'ils ont quand ils font des stand-up. Ça fait mal, ça fait encore plus mal. Et donc, j'aime beaucoup distribuer dans les rôles dramatiques des gens qui viennent du stand-up, parce que quelque part, moi je viens du stand-up, hein, j'ai été clown avec mon frère, j'ai fait des sketchs pendant des années, et vous voyez que je peux faire un film quand même plutôt sombre, pourrait-on dire. Parce que derrière toute personne qui va chercher dans l'humour une façon de rendre le monde moins triste, ça veut dire qu'il a en lui une perception du monde sombre. Voilà, donc il suffit de l'interpeller. Les acteurs sont interchangeables ou on écrit en sachant qu'on a Gourmet et que Gourmet... Non, la dernière version c'est écrit pour l'acteur. Ouais. La dernière version c'est écrit pour l'acteur, la musicalité. Ouais. Une fois que j'ai fait une lecture avec Olivier de tout le scénario, j'ai repris tout le scénario en bidouillant des trucs, mais ça joue à peu de choses, mais c'est un travail à faire. Ça peut faire la différence. Oui, bien sûr, bien sûr. Puis il y a son corps qui raconte quelque chose, où il y a des phrases, il n'y a plus besoin d'y mettre. Lui, quand il est là avec sa carcasse, ça, c'est pas la peine, je me tout de suite, ça, voilà. Les acteurs me font franc landau quand ils me racontent que les metteurs en scène ne s'y intéressent pas, ou quasiment pas, quoi. Il n'y a pas besoin d'un film historique. On n'y passe quasiment pas de temps. Le temps, c'est justement à ce moment-là qu'il faut passer beaucoup de temps avec l'acteur, ce qui évite après beaucoup de conversations inutiles sur le plateau. Non mais, est-ce que tu crois que le personnage, et on s'est tout dit, on a fait le costume, on s'est dit avec Olivier, quand on a fait cette première séquence de générique sur ce parking, qui est quand même une séquence forte, quoi, enfin, ce premier gros plan, on s'est dit, si on sait comment il marche, quand il est tout seul, que personne ne le voit, qu'on a le bon rythme, que le corps dégage bien, bah après on a le personnage pour tout le film, on n'a plus besoin de se parler quasiment. On s'est parlé quand même. Tout à l'heure on parlait mystère, moi c'est l'accessoire des jumelles que j'ai, qui est vraiment impressionnant, qui a un rôle central je trouve dans le film où vous disiez qu'on ne connaissait pas trop la vie de ce personnage, mais finalement lui aussi regarde sa vie à travers les jumelles. Je trouve que cette scène-là, c'est une de mes scènes préférées. Quand j'ai eu cette idée-là, j'étais super fier de moi. Et pareil, en fait, quand il regarde les autres, bon, pour surveiller, en fait, il voit aussi ça. C'est exactement ça. Et c'est troublant et en même temps, c'est tellement émouvant parce qu'on se dit mince. Oui, il est en que suis-je vu de loin? C'est aussi ça, quand il surveille l'autre, il surveille, quoi. Il se voit lui. Il se voit lui. Que suis-je vu de loin? Et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant. En écrivant, j'ai vu s'allonger dans son lit, il a essayé du jumelle qu'il avait acheté. Et il regarde sa vie à la jumelle. Elle est très très loin sa vie. Hein? Elle est très très loin sa vie d'un seul coup. Ouais, et tout d'un coup, il voit au plus près ce qu'il était il y a longtemps. Ce qu'il était lui réapparaît tout proche de ce qu'il était il y a longtemps. Et ça, c'était super, super émouvant. Et comme il est bourré, finalement, ça le fait marrer, quoi. Il y a le côté dérisoire voilà, le côté dérisoire quand il voit, parce qu'il s'est certainement tapé, alors qu'il avait du mal à comprendre le bouquin de droit du travail et tout ça. C'est un moment très, très fort et très... Ouais, et que j'avais jamais vu au cinéma, vous savez. Ça fait quand même 110 ans qu'on fait du cinéma, donc il y a eu quand même beaucoup de polars, et vous écrivez, puis de temps en temps, vous avez la chance de trouver un truc, vous dites, oh putain, ah ouais, ce serait bien, et puis je l'ai jamais vu. Bon, on est content. On est content à condition que ça raconte quelque chose qu'on a envie de raconter. J'écris pas ça pour dire, alors qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Non, c'est des moments rares.
Et terminé par cette chanson, c'est quoi? C'est de l'ironie? Oui, c'est de l'ironie et c'est une voix de femme surtout. Je pense que ça nous ramène à Valérie Bonneton. Je crois que la femme est derrière sa tête dans tout ça. Je veux dire que sa vie est vide, elle remplit une case et je trouve que ça adoucit sa fin. Tout d'un coup, cette voix de femme très douce et ironique me paraissait absolument parfaite pour finir le film. Et la vie c'est Wonderful Life ou pas? Oui, c'est ça, Wonderful Life, oui. Pardon? Mais pour les personnages, pour vous, ça reste quand même Wonderful Life? C'est une ironie, Wonderful Life. Je suis le deuxième à le faire. Hein. C'était la première fois que ça a été utilisé, c'était sur Good Morning Vietnam. Voilà, que j'ai revu après avoir fait le film. Je me dis, oh putain, je me dis, mais oui, ils l'ont déjà fait. Là, pour le coup, j'avais complètement oublié que. Alors justement, c'est Barry Levinson. Barry Levinson, c'est ça qui a fait. Ouais. Un film avec Brad Pitt aussi, Rencontre avec Joe Black, c'est un film fantastique. Martin Luther. Ah oui. Bon, Je me souviens plus. Bon. Ouais, mais là, c'est une voix de femme. Ouais, c'est Stacy Ken qui chante, qui fait ça avec très jolie, imparable. Il y a une scène que je trouve terrifiante, c'est la façon d'enlever. C'est terrible parce que. Alors, une scène horrible, et puis une scène terrifiante, puis une scène. Il y a des moments marquants. Horrible. Mais en fait, c'est horrible. Horrible. Personne ne va vous en venir. C'est ma trouille sur le film parce qu'on a un accueil à Paris tout aussi fort de la presse et je sais pas comment le bouche-oreille peut se faire sur un film comme ça. Quoi. Voilà, j'ai très peur du bouche-oreille. Donc, pas horrible, mais symbolique, cette façon d'enlever son avenir, là, comme ça, il y a un côté je supprime mon avenir, en enlevant la feuille de retraite. La feuille de retraite, ça aussi, c'est très westernien. On a l'impression qu'on arrache le Wanted en disant oui, voilà, c'est terminé. Quoi. C'est ça. Oui. Non, mais d'abord, et c'est pas ça, il l'arrache pour pouvoir téléphoner au centre social. Pour lui donner une dernière chance de l'avoir, elle, au téléphone. Et quand il l'a pas au téléphone, finalement, le centre social, il y avait qu'elle qui l'intéressait là-dedans, plus que le chiffre de la plus que la liste. Ouais. Pour moi, il la met au mur au début pour n'oublie pas de quoi demain sera fait. Voilà, n'oublie pas de quoi demain sera fait, ce sera ça. Mais moi, je l'ai pris comme maintenant, il n'y a plus de demain. Quoi. Et après, quand il l'arrache, c'est pour lui téléphoner à elle. Et après, comme elle ne répond pas, il n'y a plus de demain. Et il la jette. Voilà. Mais dans un premier temps, il ne l'arrache pas pour l'acheter. Nuance. Il y a un petit coup de téléphone entre les deux qui a son importance. Et alors, pour moi, il n'y a pas de noirceur, mais après, chacun projette. Voilà, parce que justement, au départ, il n'a pas d'objectif, il n'anticipe rien, il va travailler, il dit qu'il n'a pas d'horizon, grosso modo. De toute façon, on voit bien, il est dans le noir la nuit, voilà. Il survit. Il se couche, tout est fermé chez lui, enfin, il dit toujours. Mais, il est en posture survie. Ouais, mais en fait, on croisait son acolyte 2 jours qui lui dit il faut que tu ouvres sur le monde, voilà, avec ce journal. Croiser encore d'autres personnages, donc comme cette femme où on peut croire qu'on allait à Pôle emploi, qu'elle a un poste, qu'elle a un avenir, finalement elle lui raconte qu'elle se sent comme lui. Et finalement tous ces personnages qu'il rencontre lui donnent un projet. Bon après, le projet est positif ou pas, mais finalement il s'est trouvé une raison de vivre, de vivre à nouveau, de se rebeller, voilà. d'exister. Donc pour moi, ce n'est pas que noirceur. Ah non, mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Je trouve le film, je trouve que le film, même s'il est sombre, il finit par le haut. Enfin, il y a quelque chose de parce que ça rappelle la dignité, quoi. Il y a une dignité qui se réveille et c'est pour ça que je trouve pas le film misérabiliste. Je le trouve, il est sur la dignité humaine, sur notre capacité qu'a l'être humain à retrouver une source de dignité en lui. Et sur la rectitude aussi. Et sur la rectitude, il est et sa grande faiblesse, en fait, il n'est pas que bon, ce personnage. Il a certainement sa sœur qu'il connaît bien, parce qu'ils ne se font pas de cadeaux, les deux. Hein. Ils se balancent, mais ils se balancent tout, quoi. Et elle lui dit, mais t'as pris le melon, quoi. C'est-à-dire que, certainement, que c'est ça qui est touchant chez lui, c'est qu'il essaye toujours d'aider les autres. Il aime bien cette posture de sauveur. Je répare les trucs, mon beau-frère vient me voir, ma sœur, j'essaye de filer des coups de main. Quand même, d'accord, j'ai plus de boulot et tout ça, mais il reste quand même fixé sur une fierté de lui-même de je suis quand même sauveur. Son grand problème, c'est qu'il demande de l'aide à personne.
c'est qu'il n'est pas assez humble pour demander de l'aide à quelqu'un. C'est ça aussi qui va le perdre. Donc c'était intéressant d'avoir un personnage qui était vraiment assez bas et qui en même temps a un certain ego. C'est ça qui est troublant et qui est compliqué. Mais comme disait Coppola, si c'est pas compliqué, c'est pas du bon cinéma. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça soit compliqué pour que... Et moi j'ai beaucoup pensé au personnage. J'ai revu le film, je l'ai montré à mon chef-op. J'ai beaucoup pensé au personnage de Gene Hackman. Je trouve que Olivier Gourmet est pour moi le Gene Hackman français, c'est-à-dire un acteur qui peut jouer le président des États-Unis, un SDF, un flic, un malfrat, un salaud, un père débonnaire. Il peut jouer tout ça, Olivier. Et j'ai beaucoup pensé au personnage de Gene Hackman dans La conversation secrète de Coppola. Ce personnage qui regarde en fait, qui passe son temps à regarder et puis qui va devoir trouver une posture morale en face de ce qu'il voit. Est-ce que ce qu'il voit est vrai? Est-ce que ce qu'il voit est pas vrai? Et au fur et à mesure, toute sa vie qui est très solitaire, hein, cet appartement vide, et puis tout d'un coup il va se jeter dans cette affaire qui l'occupe et il va en finir complètement fou et parano, quoi. Et il y a un vrai parallèle de ces deux personnages. Enfin, en tout cas, le film de Coppola m'a beaucoup inspiré. Que je vous conseille de revoir, c'est juste un chef-d'œuvre. Ça n'a pas pris une ride, c'est formidable.